Bonjour, du coup, je vais vous parler d'un article qui est paru en 2025. C'est une étude nord-américaine qui étudie l'impact en post-opératoire d'un traitement, d'une double antiagression plaquettaire par rapport à une simple anti-agrégation plaquettaire. Du coup, pour introduire l'article a pour but de montrer, après une chirurgie endovasculaire chez des patients qui ont eu une ischémie critique des membres inférieurs, de montrer l'intérêt d'une double antiagression plaquettaire par rapport à une simple antiagression plaquettaire, pardon. C'est une étude observationnelle, multicentrique, rétrospective, basée sur les données d'ETUI, c'est pour Vascular Quality Intervention, recueillie par l'assurance maladie américaine, Medicare. C'est une assurance maladie pour les plus de 65 ans aux États-Unis. Concernant les données qui étaient recueillies, c'était toute procédure endovasculaire infra-inguinale pour les maladies artérielles occlusives chez des patients qui ont une ischémie critique des membres inférieurs entre 2011 et 2019, ce qui fait beaucoup de patients. Avec ça, ils ont fait deux cohortes, du coup stratifiées sur une simple antiagression plaquettaire ou une double antiagression plaquettaire, une de 10 000 patients, une de 14 000 patients. Le critère de jugement principal, c'est la survie sans amputation à 1 an et à 5 ans. On verra les résultats après. Alors, quand l'ischémie critique, quels sont les risques? Les risques, c'est de perdre le membre de manière très rapide ou le décès. Marc nous avait parlé de l'étude BESCLI où chez les patients en ischémie critique, la revascularisation est recommandée, notamment le pontage en veine autologue en première intention, mais on a vu qu'en fonction des comorbidités en fonction des comorbidités du patient, pardon, et si le patient n'avait pas forcément la veine, la place l'endovasculaire a grandement sa place. Et dans cette étude, ils ont vu que le type d'antiagression plaquettaire influençait les résultats. Aujourd'hui, les recommandations d'une double antiagression plaquettaire, c'est notamment pour les tentatives du myocarde revascularisé et pour les procédures endovasculaires des carotides. Cependant, pour l'ischémie critique des membres inférieurs, les niveaux de preuve de certaines études sont de faibles niveaux de preuve. Notamment, l'ASVS recommence une double agrégation plaquettaire pendant au minimum 1 mois. Pour les procédures endovasculaires, c'est seulement de grade C. Du coup, l'étude a pour but de comparer ces deux groupes. Concernant la méthode, du coup, c'est des données qui ont été recueillies entre 2011 et 2019. Il y a eu beaucoup de critères d'exclusion pour bien se concentrer sur l'ischémie critique, un patient qui était opéré seulement pour une claudication ou pour des anévrismes oblités, par exemple, était exclu. On voit sur la droite tous les critères d'exclusion. Concernant les deux groupes, le premier groupe de la simple oscillation plaquettaire pouvait avoir soit l'aspirine, soit un inhibiteur du PDY12, comme Plavix, ou une double antiagression plaquettaire, l'un et l'autre. Le critère de jugement principal, du coup, c'est comme je l'ai dit, c'est la survie sans amputation à 1 an, puis en 5 ans. Et on voit ici les différents critères de jugement secondaire, qui sont notamment la survie globale, l'absence d'amputation majeure et l'absence de réintervention, qui est un peu en dessous. Alors le tableau caractéristique des patients montre deux groupes de patients qui sont quand même assez différents. Notamment, le groupe de la simple congestion plaquettaire sont plus âgés, il y a plus d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale. Et surtout, il y a un anticoagulant qui est associé dans 41% des cas, qui est beaucoup par rapport au groupe de la double congestion plaquettaire où il y a seulement 12% des cas. Du coup, à la sortie de l'intervention, à la sortie de l'hospitalisation, 60% en aspirine et 40% ont un inhibiteur de PDY12 dans le groupe de la simple antiagression plaquettaire. Et dans le groupe de la double antiagression plaquettaire, c'est plus des patients qui ont une cardiopathie ischémique, qui sont diabétiques. Concernant les caractéristiques des patients du coup, qui ont une double antiagression plaquettaire, on retrouve de manière significative par rapport au tableau qui est là et aux différentes données plus d'hommes, de fumeurs, cardiopathie ischémique, des patients claudiquants. Mais le facteur qui est majeur, ça reste ce qui détermine le plus une double interrogation plaquettaire, ça reste que le patient en fait était déjà en pré-op, avait déjà ce traitement et du coup il est juste continué. Il est aussi dit dans l'article que la prise d'un anticoagulant en préopératoire influence grandement
si on met ou pas la double intégration plaquettaire. Les analyses statistiques, du coup, c'est la courbe de survie de Kaplan-Meier. Ils ont fait un hasard ratio ajusté avec un intervalle de confiance de 95%, une p-value inférieure à 0,5. Alors, concernant les résultats, ici, c'est les résultats non ajustés, du coup, en pourcentage. On remarque que à un an, la survie sans imputation, c'est ici notre critère de jugement principal, il est 67% dans le groupe de double ingénieur plaquettaire et 63%, où les résultats sont significatifs quand ils ne sont pas ajustés, mais on peut remarquer qu'une fois qu'ils sont ajustés, tout ça c'est le hasard ratio ajusté, on peut remarquer qu'à un an, le taux de survie, le risque d'amputation qui diminue et le critère du jugement principal du coup, qui est là est toujours significatif, mais à 5 ans, seulement le taux de survie sans amputation est significatif. Par contre, il n'y a aucun résultat significatif de la double antiagression plaquettaire sur le taux de réintervention. Ensuite, ils ont fait différents. Là, j'ai remis les courbes de Kaplan-Meier, du coup, avec l'analyse principale ici, et ce qui ne montre pas de résultats significatifs ici. Il y a eu plusieurs analyses en sous-groupe pour voir s'il y avait des facteurs qui pouvaient influencer les résultats, notamment le niveau d'intervention, le type de procédure endovasculaire, quel type de médicaments, si c'est seulement de l'aspirine ou alors du Plavix, et aussi en fonction du type d'ischémie critique. On peut voir que selon le niveau d'intervention, les résultats sont significatifs seulement pour l'aspect, pour le niveau, pardon, fémoro-poplité, qui sont, les résultats sont significatifs à un an et à 5 ans. Mais par contre, pour les traitements d'ischémie critique en infrapoplité, on peut voir que le fait d'avoir une double intégration plaquettaire n'influence pas les résultats ici, à ce niveau-là. Ah, il faut toujours garder en tête qu'une partie des interventions de FEDPOP, c'est des patients d'ischémie critique. Hein. Enfin, on va sûrement en parler après, probablement. Le FEDPOP, c'est pas uniquement du claudicat. Hein. Oui, oui. Là, souvent, les patients incluant l'étude, c'est seulement des patients en ischémie critique. Ensuite, ils ont fait en fonction du type de procédure, aussi en fonction de si c'est une angioplastie simple, une angioplastie stenting et une angioplastie plus atérectomie, et aussi un autre groupe, angioplastie stenting plus atérectomie. On peut voir pour l'angioplastie simple que c'est significatif seulement à 5 ans, mais pour le critère de jugement principal, du coup le taux de survie sans imputation. Ce qui rentre un peu dans les recos aussi, c'est que l'angioplastie stenting, on a des résultats significatifs pour le critère de jugement principal à un an et à 5 ans, ce qu'on fait habituellement. Hein. Par contre, pour l'angioplastie plus hétérectomie, les résultats sont non significatifs pour le critère de jugement principal. Ensuite, ils ont fait un autre avis en sous-groupe en fonction de la forme d'ischémie critique. C'est la persistance de la douleur ou alors la perte de tissu. On peut voir que le fait d'avoir une double angulation plaquettaire influence les résultats pour la persistance de la douleur. Les résultats sont significatifs à un an et à 5 ans. Par contre, quand il y a une perte de tissu, le critère de jugement principal n'est pas significatif. Ensuite, l'analyse la plus importante, selon moi, c'est en fonction ils ont comparé en fait en fonction du type d'antiagression plaquettaire. Du coup, la double antiagression par rapport à l'aspirine seule, la double antiagression par rapport un inhibiteur de P2Y12, la double antiagression par rapport à un anticoagulant plus la simple, et l'inhibiteur de P2Y12 par rapport à l'aspirine seule. Donc ça, c'est la double antiagression par rapport à l'aspirine. On a un résultat qui confirme les résultats précédents, avec un critère de jugement principal qui est significatif à un an et à 5 ans, entre la double agression plaquettaire et l'aspirine. Par contre, on voit qu'entre la double agression plaquettaire et seulement un inhibiteur de P2Y12, il n'y a aucun résultat significatif, que ce soit à un an, que ce soit à 5 ans, concernant les critères de jugement secondaire et les critères de jugement principal pourrait nous laisser penser que ça se trouve, en fait, c'est seulement un des inhibiteurs de P2Y12 qui a vraiment un intérêt et pas forcément la double antiagression plaquettaire. Donc, le clopidogrel. Donc, oui, type clopidogrel ou Brilique ou les trois. D'accord.
Et après, en fonction de s'il y a une par contre, si on a une simple anticoagulation plaquettaire et un anticoagulant, on a quand même un résultat significatif pour le critère de jugement principal, mais seulement à 5 ans, ce qui renforce nos résultats pour la double anticoagulation plaquettaire. Et on peut voir aussi que l'inhibiteur de PI2Y12 par rapport à l'aspirine seul a aussi un résultat significatif en faveur de l'inhibiteur de PI2Y12 à 5 ans. Ça a déjà été montré, mais j'ai vu ça. C'est pas le cas. Du coup, comme je disais, l'effet de la double embryonisation planétaire pourrait seulement être dû à la présence du Plavix, par exemple. Il y a plusieurs limites dans cette étude. C'est que déjà, c'est une étude au pluriel rétrospective. Du coup, on met en évidence seulement une association. On peut pas conclure quoi que ce soit. C'est un recueil de données aussi fait à partir de l'assurance maladie, où ils doivent coder chaque acte, etc. Et du coup, il peut y avoir des confusions, des mauvaises allocations, un mauvais codage. Aussi, le critère de jugement, pour les critères de jugement secondaire qui prenaient en compte la réintervention, ils ne parlent pas du côté, alors que bah, ça change tout si c'est pas le même côté qui a été opéré. Et aussi le temps de traitement pour la double embollisation plaquettaire. Du coup, la double embollisation plaquettaire, c'est le traitement de sortie, mais on ne sait pas combien de temps le patient il a, si c'est 30 jours ou 6 mois ou un an ou à vie. Et aussi, Medicare, du coup, l'assurance maladie pour le recueil des données, c'est seulement pour les plus de 65 ans, où on sait des résultats qu'on ne peut pas extrapoler aux patients inférieurs de 65 ans. Pour conclure, du coup, l'étude a montré une augmentation du taux de survie sans amputation à 1 an et à 5 ans en faveur, pardon, de la double antiagression plaquettaire. Mais il n'y a pas de différence entre la double antiagression plaquettaire et l'inhibiteur de PDY12 seul. L'inhibiteur de PDY12 est associé à une augmentation du taux de survie sans amputation à 5 ans. Mais par contre, il faudrait d'autres études interventionnelles prospectives pour pouvoir aller plus loin et mettre à jour d'autres recommandations. Et ça, c'est la diapo en résumé, hein. Peut-être des fautes d'anglais. C'est bon. Alors, la réflexion, des remarques qu'on peut faire par rapport à la pratique. Aspirine, ce qui marque quand même, c'est que ça se donne plus en faveur, après la période de double intégration, de conserver le bloc Ouais. seul plutôt Mais que l'aspirine seul. ce qui est dit dans l'étude, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs études du coup sur les effets bénéfiques du clopidogrel, mais que les médecins n'aimaient pas forcément ce médicament. Et on dit cardégique, Ouais. ça fait pas de mal, alors que Plavix, ça saigne, et du coup, on préfère pas le mettre. Alors que Et, beaucoup d'études ont montré même en survie globale, c'était en faveur de. et la première étude, c'est l'étude 96, qui s'appelle Capri, qui avait montré ça en fait, et qui a très peu été suivie, c'était 97%, mais très très peu suivi. Et ça va en faveur effectivement du clopidogrel seul après la période de double intégration peut-être. Même du Plavix seul en prévention primaire, on parle aussi. Ah, non, pas en prévention primaire. Là, je serais un peu moins à l'aise, mais en post-opératoire, après avoir donné ces 3 ou 6 mois de double intégration plaquettaire, de demander aux patients d'arrêter l'aspirine et de continuer le Plavix au sol. Et, ouais, il y a beaucoup d'études quand même qui vont dans ce sens-là. Moi, ce que je vois à la pratique de tous les jours, ce qui gêne les gens avec le Plavix, j'ai encore eu un mail hier d'un néphrologue, c'est pour une biopsie rénale, enfin pour plein de trucs, on souhaite arrêter le Plavix dès qu'il y a une suspicion d'intervention de chirurgie dentaire, de trucs qui n'est pas forcément très invasif. Et c'est toujours ça le frein, j'ai l'impression aussi. Que, les gens préfèrent les relayer sous cardégique parce que c'est plus simple si jamais il y a, je que c'est des patients qui vont être opérés d'autres choses. Je trouve que ça, c'est un frein. Donc, on peut peut-être le laisser sous cardégique. C'est Ouais, vrai. ils ont effectivement, donc la plupart du temps, ils arrêtent 10 jours avant, ils font un relais sur le cardégique, puis ils reprennent après le cardégique, ils arrêtent le cardégique une fois que l'intervention est faite. Oui, Mais mais c'est même, vrai que voilà. c'est Il un y a frein. ce spectre un peu toujours entre les mails. Est-ce qu'on peut arrêter le cardégique? Ouais. Parce qu'il doit avoir une fibro, une colo, enfin. Je reviens qu'il n'y a pas grand monde sous anticoagulant et anti-allergique, on va faire. Ouais. C'est une question en pratique, on ne fait pas. Non. Non, bah, c'est vrai que le principe, nous, c'est équivalent de anti-agrégation. Après, Et la question, c'est du coup, est-ce qu'on s'en remet pas un peu en question de mettre plutôt du clopidogrel et antico,
plutôt que aspirine anticoup. Ah, je pense Ça n'a pas été testé. ça n'a pas été évalué. Après, c'est 2019, donc il n'y avait pas encore les études qui permettaient de. Ça augmente le risque de saignement, ça. La vie, c'est plus anticoagulant. Probablement, ouais. Et il y a un truc, moi, qui m'a marqué, c'est les patients qui en bénéficient le plus, c'est les patients qui ont des procédures fémoropoplitées et pas des procédures jambières. Ouais. Ils en parlent, c'est un peu dans la discussion, c'est assez bizarre, ça. Non, ils en parlent pas. Ils n'en parlent pas? Parce qu'on pourrait estimer que les procédures jambières sont les patients les plus sévères, et par conséquent, ils bénéficient le plus d'un traitement agressif. Et là, c'est pas le cas. J'ai une recanalisation longue en fonction de la charge. Si on fait des recanalisations longues d'axe jambier, c'est peut-être plus intérêt de. Ben là, ça sort pas là. Ouais. Par exemple, les angioplasties jambières, traitement par traitement, ça se bouche à un moment. En fait, C'est vrai que il parlait de beaucoup ça dans la parfois, discussion. des trucs, si il est pas terrible, t'as beau mettre du carnégie, du Plavix, du Brennif. La pathologie l'emporte sur les médicaments. Ouais. C'est ce qu'il disait dans la discussion, il y a tout un paragraphe là-dessus, que au niveau des axes de jambes, que c'est une anatomie très piquée, des tout petits vaisseaux, et du coup, qu'il n'y avait pas un réel intérêt à mettre une double enchérisation plaquettée. Ce qui n'est pas forcément fait en pratique. On va le faire, hein. C'est juste ce qu'il disait. Les patients les plus sévères, quoi que tu fasses, malheureusement, actuellement, ça se termine comme ça. C'est pour ça que dans beaucoup d'études, par exemple, ils excluent les dialysés maintenant, parce qu'ils savent que quel que soit le traitement médical ou instrumental, ça se termine pas bien. Ok. D'autres questions, remarques? Non. Là, c'est très bien. Merci beaucoup.